bonsoir. Vous êtes Bonsoir. le secrétaire général de la CFDT, souvent présenté comme l'homme clé de cette situation. Merci beaucoup de passer la soirée avec nous ce soir. Laurent Berger avec nous, comme une bonne partie de l'intersyndicale qui débattra tout à l'heure avec un député de la majorité. Débat entre nos éditorialistes également, mais aussi entre employés, chefs d'entreprise, grévistes et pro-réforme. On va aussi parler du sondage choc du jour qui fait déjà tant parler, le sondage ELAB de Bernard Sananès, qui montre que Marine Le Pen est la grande gagnante de cette crise. Elle est même donnée en tête du second tour si le second tour de la présidentielle avait lieu demain. C'est une première. Une soirée spéciale à l'issue d'une journée qui a confirmé l'impasse dans laquelle nous sommes. Les syndicats ont claqué la porte de Matignon ce matin. Ils réclament toujours et d'une seule voix, Gaëtane Mélinge insiste, le retrait de la réforme. Oui, tout à fait. L'image du jour, c'est l'arrivée groupée des leaders syndicaux à cette réunion à Matignon. Depuis le début, cette intersyndicale parle d'une même voix, même si parfois il y a des désaccords. Ils savent les mettre de côté parce qu'ils savent aussi que cette unité, c'est leur force. Ce sera la 11e journée de mobilisation demain. Ça fait 3 mois maintenant que ça dure. Le dialogue est impossible. Samy Sfaxi, on vous retrouve. Bonsoir Samy, vous êtes en direct de Matignon. Elisabeth Borne a redit aujourd'hui en recevant les syndicats qu'elle ne bougerait pas, que les 64 ans n'étaient pas négociables. Oui, bonsoir Aurélie. Écoutez, Elisabeth Borne, finalement, elle a retoqué toutes les demandes de l'intersyndicale sur la réforme des retraites. Pas de retrait du texte, bien sûr, pas de pause non plus de la réforme, pas de remise en cause des 64 ans. En tout cas, sur ces questions, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Et c'est bien cette fin de non-recevoir qui a poussé Laurent Berger et toute l'intersyndicale à quitter au bout de 55 petites minutes la table qui était installée sous les dorures de Matignon. Les syndicats n'ont pas claqué la porte au bout de 5 minutes. Mais c'est tout comme. Voilà ce que me confiait un des participants à l'issue de cette rencontre. En tout cas, cette position extrêmement rigide d'Elisabeth Borne sur la question de l'âge de départ, vous l'imaginez, pourrait galvaniser un peu plus encore les manifestants qui défileront demain dans toute la France pour cette 11e journée de mobilisation. Merci Samy. Matignon ne bouge pas, les syndicats non plus. Et pour ajouter à la tension dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on continue d'expliquer ce soir, Bruno Jeudi, que le pays n'est pas à l'arrêt, que la réforme suit son chemin et que les syndicats ne proposent rien. Oui, l'entourage présidentiel, il y a quelque chose qui ne passe pas, c'est votre expression, Laurent Berger, la crise démocratique. En 2 points. 1, ils estiment, eux, qu'un président qui a été réélu avec un projet dans lequel il y avait les 64 ans, ce n'est pas un problème, ça ne s'appelle pas un problème, une crise démocratique. Et la deuxième chose, c'est qu'aucune force sociale, relève-t-il, n'a voulu entrer dans le compromis, pas même la CFDT, qui pour la première fois n'aurait pas présenté selon eux un projet alternatif. Vous allez réagir dans un instant, Laurent Berger, à ce que vient de dire Bruno Jeudi. Mais d'abord, racontez-nous ce qui s'est passé tout à l'heure à Matignon. Cette réunion qui n'a même pas duré 1 heure, qui a duré 55 minutes. Est-ce bien vous qui avez décidé, à un moment donné, de claquer la porte? Non, personne n'a claqué la porte. Il y a une réunion où la Première ministre a fait une introduction brève pour expliquer qu'elle souhaitait entrer dans une nouvelle séquence, qu'elle ne négligeait pas la mobilisation sociale, qui a aussi dit que ça avait été mené par les organisations syndicales de façon responsable, etc. Donc moi, je veux essayer un peu de dédramatiser les affaires. Et puis ensuite, chacun d'entre nous, les 8 organisations, nous sommes exprimés, j'ai commencé, et nous étions mis d'accord, c'est vrai, pour finir tous par la même demande en disant Madame la Première ministre, est-ce que vous acceptez de retirer cette réforme et ensuite, la Première ministre, ça a duré un certain temps, le temps que chacun s'exprime, de façon assez brève pour chacun d'entre nous. Et la Première ministre a commencé à répondre. Et dans le cadre de la discussion, durant un silence, je l'ai de nouveau interrogé sur est-ce que vous allez répondre à ces 8 interpellations d'une certaine manière. Et elle a dit que le processus irait au bout jusqu'au Conseil constitutionnel, donc il n'y aurait pas de retrait. Et on a considéré qu'il n'y avait pas d'autres sujets de discussion à avoir puisque nous avions la réponse à la question que nous posions. Et c'est vous qui avez donné le signal de se lever et de partir? Nous l'avions décidé ensemble. Moi, je suis le responsable de la première organisation syndicale de ce pays. Ça implique de temps en temps de prendre ses responsabilités, tout le temps d'ailleurs, mais particulièrement en ces moments-là. Voilà, nous l'avions décidé. On s'était retrouvés hier en intersyndicale entre les responsables d'organisations syndicales. Nous avions décidé de nous y rendre ensemble parce que vous savez, ça a beaucoup glosé ici ou là sur cette intersyndicale qui ne fonctionnerait pas, qui ne tiendrait pas, etc. Je vais vous dire une chose. Les organisations syndicales, il y en a 8. De mon point de vue, il y en a un peu trop dans ce pays, mais ce n'est pas le sujet du jour. Elles ont des divergences. Sinon, il n'y en aurait pas 8. Ces divergences, nous les connaissons.
Ces différences, nous les connaissons. Ce qui parfois nous oppose, nous le connaissons. Nous avons un point sur lequel nous sommes unis, c'est que nous ne voulons pas des 64 ans. Nous ne voulons pas du report de l'âge égal de départ en retraite. Depuis le début, nous tenons cette intersyndicale sur cette base et sur le fait de décider ensemble les initiatives que nous allons prendre. Et donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Je crois que certains aimeraient bien nous voir trébucher. Nous ne trébuchons pas. Et nous continuons ce combat ensemble. Mais Laurent Berger, ce matin, quand vous vous levez, quand les 8 vous levez, qu'est-ce qui se passe dans la pièce? Comment réagit Elisabeth Borne? Elle se lève aussi, elle nous salue, elle nous dit au revoir. J'insiste sur ce point parce que nous sommes dans une situation, nous allons y revenir, de crise démocratique, de crise sociale, depuis maintenant plus de 2 mois. Moi, j'ai commencé à dire, écoutez, ça fait depuis le 19 janvier, il y a des mobilisations qui ont été très fortes. Et on pourra parler de la manifestation de demain, dont je connais pas les chiffres. Mais même la dernière, qui était moins forte que l'avant-dernière, c'est des chiffres qui sont impressionnants. Dans un certain nombre de sous-préfectures et de villes, de petites villes, c'est des chiffres qui sont impressionnants, comme c'était assez impressionnant encore à Paris. Donc il reste un ressentiment, une colère, une contestation sociale très importante. Depuis le 19 janvier, c'est la première fois que nous voyons en face à face la Première ministre, le ministre du Travail. C'est pas normal. Donc, il fallait discuter, dire ce qu'on avait à dire, y compris sur ce qui est en train de se passer dans la rue, dans les entreprises, les administrations. Et puis, ensuite, faire comprendre. Enfin, on a fait comprendre, je crois, assez clairement. Elle le savait déjà. Est-ce que cette réunion a quand même servi... Elle ne nous l'avait pas entendu lui dire directement, face à face. Mais est-ce que ça a servi à quelque chose, selon vous? Est-ce que vous dites que ce n'était pas une réunion pour rien? Non, c'était une réunion qui n'a pas été efficace, au sens où il n'y a rien de nouveau qui en est sorti. J'ai la faiblesse de croire que dans une démocratie, quand il y a autant de gens dans la rue, se parler, ce n'est pas inutile. Mais évidemment, nous ne nous sommes pas compris. Vous saviez, en y allant, que de toute façon, la Première ministre n'annoncerait pas le retrait de ce texte, parce que à la fin de cette réunion, Cyril Chabagnier a pris la parole. Il a lu un discours que vous aviez écrit la veille au soir, donc vous saviez pertinemment que de toute façon, en y allant, vous n'obtiendrez rien. Qui vous dit que nous n'avions pas écrit un texte pour saluer la décision de retirer vous en aviez préparé cette réforme? Ça aurait été plus facile à faire de façon spontanée. Mais donc, il n'était pas prêt, ce texte-là. Donc, vous saviez. Mais évidemment que nous n'avions guère d'illusions et que le rôle des responsables des organisations syndicales, c'est d'anticiper. Et notamment quand on mène une intersyndicale où, je le répète, nous ne sommes pas d'accord sur tout et ce n'est pas le problème, ce n'est pas un problème en soi. Et donc, nous étions mis d'accord sur ce que nous disions si jamais la réponse à la question que nous avons posée tous les 8 était non, ce qui a été le cas. Et pourquoi avoir dit oui alors à cette réunion, à cette invitation de Matignon? Est-ce que vous prépariez ce coup d'éclat? Mais c'est pas un coup d'éclat. Enfin, il faut quand même mettre les choses. On a été à une réunion, on avait posé une question, on n'est pas sorti au bout de 5 minutes en claquant la porte. Est-ce que ça revient pas au même? Non, ça revient pas au même parce qu'on s'est parlé, parce que ça a écouté les arguments des uns et des autres. Et donc, il y a trop de pays. Moi, je suis le président de la Confédération européenne des syndicats. Il y a trop de pays où cette possibilité-là n'est pas offerte de rencontrer la Première ministre. Moi, je le dis, c'est trop tard. C'était trop tard, en fait. Le problème, c'est pas d'aller voir la Première ministre, qu'il fallait y aller ou pas. Il fallait y aller, c'est une évidence. Le problème, c'est que personne dans l'exécutif, ni même au ministère du Travail, n'a reçu les représentants des organisations syndicales depuis le 19 janvier. Oui, vous l'avez dit, c'est trop tard. Mais si, par exemple, la Première ministre, parce que ça a quand même paru court et on n'a pas eu le sentiment... Bon, elle ne vous a pas convaincu, mais... dans le texte, il y a quelque chose qui s'appelle la clause de revoyure. Est-ce que ça aurait pu être un élément qui aurait pu vous faire réfléchir à une autre issue sur cette réunion? Veut dire on met en place la réforme et en 2027, on s'en reparle. Voilà. Non, mais je crois que la demande, elle est claire. C'est qu'il ne faut pas que cette réforme s'applique. Et la CFDT, je crois, mais ce n'était pas que la CFDT d'ailleurs. La proposition de médiation, de mettre sur pause, ce n'était pas que la CFDT. Ça a été discuté en intersyndicale. Je crois que nous avons fait suffisamment d'ouverture pour essayer de trouver la voie de sortie. La voie de sortie, c'est quoi? C'est assez simple. Il faut stopper la réforme, il faut la mettre sur pause, on peut faire de la rhétorique tant qu'on veut, mais il ne faut pas qu'elle s'applique pour les travailleurs et travailleuses concernés, qu'il y ait le temps de la médiation. C'est-à-dire ce temps qui, à un moment donné, vous voyez bien, on s'est parlé entre gens normaux, civilisés, et nous ne nous sommes pas compris. Ça arrive dans les entreprises, ça arrive dans les branches professionnelles. Dans ces cas-là, il se passe quoi? Il y a un médiateur qui est nommé pour qu'à un moment donné, le dialogue reprenne. Nous avons fait cette proposition qui n'a pas été rejetée par tout le monde. Elle a été rejetée 2 heures après qu'on l'ait faite.
par le porte-parole du gouvernement. Mais elle n'a pas été rejetée par tout le monde. Des parlementaires, y compris de la majorité, ils sont sensibles. Des gens, des extérieurs, des observateurs se disent c'est quand même peut-être pas idiot qu'à un moment donné, on renoue le fil du dialogue. Vous maintenez ce soir que c'est la seule solution? Je maintiens ce soir que la seule solution, c'est de mettre pause, stop, arrêt, on appelle ça comme on veut, retrait de cette réforme, de reprendre les sujets que la Première ministre voulait évoquer ce matin et dans les jours à venir, c'est-à-dire la question de l'usure au travail, la question de la pénibilité, la question de l'emploi des seniors, qui normalement concerne la réforme des retraites. En octobre, on avait fait cette proposition de dire, puisque vous voulez faire une loi ensuite emploi-travail, faisons une loi emploi-travail-retraite et parlons de tout. Et puis je voudrais revenir quand même, parce que j'ai peur de ne pas pouvoir Laurent revenir. Berger, vous dites que la médiation... Aujourd'hui, parce que là, vous dites plusieurs choses. Vous dites qu'il faudrait faire la réforme sur pause ou arrêt, et vous dites que c'est pareil. Mais est-ce que vous dites que pour y arriver, il faudrait une médiation aujourd'hui? Est-ce que votre proposition Non, la proposition, c'est il faut un acte. Qu'a posé comme avancée? Vous avez dit c'est blocage, je ne sais pas quoi. Qu'a proposé le gouvernement depuis le début pour avancer? Nous, on a entendu depuis début janvier, c'est plus le temps des organisations syndicales et des partenaires sociaux, c'est le temps du Parlement. Le temps du Parlement, il a été un peu escamoté, si je peux me permettre, pour être tout à fait poli. Un peu plus que ça, même. Mais dans le même temps, c'était pas le temps, peut-être, des organisations syndicales, mais enfin, c'est quand même le temps des travailleurs et des travailleuses de ce pays qui se sont largement mobilisés contre cette réforme et qui ont eu aucun écho à cette mobilisation. Leurs représentants syndicaux n'étaient pas reçus. Il n'y a eu aucune ouverture sur ce qui s'exprime semaine après semaine dans la rue. Donc, cette proposition, elle tenait. Elle était sincère. Elle était même une prise de risque. En disant, voilà, on va rediscuter. Pourquoi parlez-vous d'une crise démocratique, alors? Attendez, juste avant d'arriver là-dessus, une question de sémantique pour clore ce débat-là, parce que derrière les mots, il y a des choses très importantes. Vous dites pause ou arrêt? C'est pas la même chose. Mais moi, non, mais retrait, arrêt, pause... Ce qui est important, c'est... La CGT ne dit pas comme vous. Sophie Binet, par exemple, ne dit pas qu'il faut mettre la réforme sur pause. Elle dit qu'il faut appuyer sur le bouton arrêt, stop. Oui, stop. Mais en même temps, on peut le faire maintenant. On peut le faire dans 6 mois quand on aura fini de débattre et elle peut être mise de côté en attendant. Très clairement, moi, ma seule préoccupation, c'est que les 64 ans ne s'appliquent pas aux salariés de ce pays. Et notamment à ceux et celles qui vont être le plus impactés, c'est-à-dire les travailleurs les plus modestes, des professions intermédiaires, etc. Je veux juste revenir sur la proposition ou non de la CFDT d'une réforme. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que la CFDT, en 2017, elle avait un projet de réforme, c'était un système universel. En 2022, nous avions le même projet, amendé, je dois le dire, parce qu'on considérait qu'il ne fallait pas un système global, il fallait 3 grandes catégories, les travailleurs du privé, les travailleurs du public et les indépendants. On a fait ces propositions en juin et juillet, par mon camarade Frédéric Sèvres, qui malheureusement est décédé cet été, qui était le responsable des retraites. Nous avons porté cette proposition. Et moi, je rappelle qu'en 2019, quand cette réforme de ce système universel a été lancée par le président de la République, il disait 2 choses. Il disait, comment voulez-vous qu'on reporte l'âge légal de départ en retraite alors que les gens sont déjà plus en emploi parce qu'on a un taux d'emploi des seniors qui est trop bas? J'étais d'accord avec lui, je suis toujours d'accord avec lui de cette époque-là. Qui disait, nous, on ne peut pas demander aux gens de travailler jusqu'à 64 ou 65 ans dans des métiers pénibles où c'est déjà trop dur de travailler. Depuis, il y a eu la crise sanitaire. On a vu que ces travailleurs et ces travailleuses-là étaient présents et n'ont pas eu de reconnaissance. Le seul moment où on s'adresse à eux après, c'est de dire... Votre projet alternatif, c'était le projet précédent? Non, le projet alternatif, c'était à l'Assemblée. Le projet alternatif, c'est un système universel des retraites, simplifié par rapport à ce qui avait été travaillé. Oui, c'est ça. Pour rendre le système des retraites plus juste, pour regarder comment on règle la question de la gouvernance de notre système des retraites pour éviter une crise tous les 10 ans autour des retraites, mais comment on regarde aussi le financement. Ce n'est pas un sujet tabou pour la CFDT. Donc, on avait un projet alternatif. Deuxième point, pendant les concertations, sur la question des 64 ans. Sur les autres, on a fait tout un tas de propositions. Sur la question du report de l'âge, nous sommes venus avec des propositions en termes de contribution, notamment des entreprises qui ne joueraient pas le jeu sur l'emploi des seniors. Nous sommes venus avec des propositions concernant la cotisation potentielle de certaines entreprises qui ne joueraient pas le jeu sur les évolutions du travail. On a fait des propositions. Vous savez que le système des retraites, c'est un système assurantiel, mais c'est aussi un système de solidarité. On s'est dit, pourquoi les solidarités qui concernent, par exemple, les carrières hachées, la parentalité, etc., ce ne serait pas sur d'autres sources de revenus, comme par exemple les très hauts revenus. On est venu avec un cocktail de mesures pour trouver un équilibre financier.
nous, mais même les autres organisations syndicales. Et là, aujourd'hui, on nous dit de la Chine. C'est l'entourage d'Emmanuel Macron qui dit ça aujourd'hui, pour redonner le cadre. C'est l'entourage d'Emmanuel Macron donc, qui dit, en gros, la CFDT ne propose rien. C'est l'entourage d'Emmanuel Macron, donc c'est Emmanuel Macron. On va être très clair. Moi, j'ai écouté le discours de l'interview télévisée de M. Macron à 13h. Il pointe une seule organisation, un seul responsable, c'est moi. Aujourd'hui, il est en Chine. On a ce rendez-vous qui a été traité avec civilité. On n'a pas... Il n'y a pas eu de bagarre à Matignon. Et pourtant, traité avec civilité de Chine, celui qu'il pointe, c'est la CFDT. Et pourquoi Ah ben c'est pas à moi qu'il faut le demander. Si, vous devez quand même vous poser la question et... Ah bah heureusement que ça ne hante pas mes nuits, je peux vous l'assurer. Non, c'est vrai, vous ne vous demandez pas pourquoi Emmanuel Macron vous a ciblé en particulier. Mais je crois tout simplement parce que on assume le rôle d'une organisation syndicale qui, lorsqu'elle n'est pas d'accord sur un sujet sur lequel elle n'est pas d'accord depuis 1998, depuis 1998, on dit que le report de l'âge de départ en retraite est la plus mauvaise option. Eh bien, lorsqu'on assume cela, on est capable de le dire clairement et on est capable de mobiliser massivement les salariés. Mais Monsieur Berger, quand même, vous êtes à la tête de la première centrale syndicale de France. Le dialogue semble totalement rompu avec le président de la République. Vous ne pensez pas que c'est un problème? Vous vous interrogez pas, vous aussi, sur le fait qu'il n'y a pas plus de dialogue avec le président de la République? Mais bien sûr qu'on s'interroge. Et pourquoi on a fait ces propositions? Pourquoi on a fait ces propositions de médiation, de mettre sur pause de grandes conférences sociales sur le travail? Il n'y a pas que moi qui le fais. Il y a une tribune dans les Échos ce matin de Jean-Hervé Lorenzi qui dit ça. Mais moi, je crois que le président de la République devrait s'interroger sur une chose. L'ensemble des organisations syndicales est contre cette réforme. Clairement. 70% des Français le sont. 90% des actifs. Il y a des mobilisations jamais vues depuis plus de 35 ans dans notre pays en termes de nombre de manifestants. Il y a le monde intellectuel, le monde académique, dans une grande diversité qui est opposé à cette réforme. Des parlementaires de la majorité. Vous savez très bien que c'est pas la première fois dans l'histoire aussi que tous les syndicats sont contre une réforme des retraites. Des parlementaires de la majorité trouve aussi qu'il aurait fallu aller au vote et que cette réforme pose problème. C'est pas la première fois, c'est la première fois qu'il n'y a pas eu un seul contact physique entre le moment où se déclenche un mouvement et 2 mois après. C'est la première fois. Trouvez-moi un autre moment du temps de M. Chirac, de M. Sarkozy, de M. Hollande, où il y a Laurent Berger, sur ce point-là, la Première ministre et le gouvernement vous disent on a discuté avant, il y a eu des rencontres avant, vous vous êtes vus avant le 19 janvier. Une fois que la machine était lancée, notamment parlementaire, à Matignon, on dit c'était ce temps-là de discussion avec les partenaires syndicaux, c'était terminé. Mais en fait, c'est vu comme si toute chose est égale par ailleurs, qu'il ne se passait rien dans le pays. Je pense qu'il y a une absence de prise en compte de ce qu'est la réalité du pays. Depuis le 10 janvier, enfin franchement, ce processus-là aurait été suivi parce qu'on aurait mis 200 000 personnes dans la rue, pas de contestation, une population qui était largement en accord avec... écoutez, on a perdu. Mais la bataille de l'opinion, c'est que le gouvernement qui prétendait la gagner, il a gagné. Il n'a pas été capable d'expliquer la réforme, dont d'ailleurs personne ne comprend certains tenants et aboutissants. Vous êtes capable de me dire ce qui va se passer exactement sur les 1 200 €? Vous savez, je peux vous dire une chose. Dans les 2 dernières réunions de concertation, on les a alertés sur les 1 200 €. Yvan Ricordeau, qui est le responsable retraite, leur a dit « Ça passe pas, votre truc. Ça marchera pas. Vous allez dire 1 200 € pour tout le monde. Et en fait, c'est pas exactement ce qui va se passer. » Donc, il y a eu cette discussion. Ils présentent leur projet. Ensuite, on exerce ce droit démocratique qui est de mobiliser. Depuis 3 mois. Vous dites depuis 3 mois, avec un nombre incroyable. L'exercice de la responsabilité, la légitimité démocratique, elle vient du vote. Il n'y a pas d'état d'âme là-dessus. Le président de la République, il est légitime. Le Parlement, il est légitime. Et pourquoi vous contestez encore après l'adoption par le Parlement? C'est pas une habitude quand même à la CFDT. Mais François Chirac, votre prédécesseur, en 2010, il est exactement dans votre situation. Il accompagne la CFDT, la CGT de Thibault jusqu'au bout. Et puis à un moment, ça s'arrête. Il dit... Ça s'arrête d'abord une fois adopté. Oui. Il y a encore des manifestations une fois adoptées. Il en fait une. Il en fait encore une. D'accord. Oui, mais il faut dire les choses. D'accord. Il en fait une. Et après, il négocie. Il négocie rien du tout. Et après, j'étais moi. Non. Il trouve des accompagnements avec les autres, parce qu'à un moment mais une chose est différente, c'est qu'il n'y avait pas eu le 49-3. Je vais vous dire un truc. Si il y avait eu vote, quel que soit le résultat du vote, et je l'avais dit, vous pouvez retrouver les interviews, l'attitude n'aurait pas été la même. Là, il y avait un vote. Il y avait la possibilité de voter. Ça faisait 10 jours qu'on nous disait on veut une majorité, on veut aller au vote, etc. Dans les dernières heures, il y a un passage au 49-3. La justification derrière, je le dis, 49-3, c'est légal. Vous m'avez jamais entendu dire que tout ça était illégal, antidémocratique, etc. C'est légal. Mais le 49-3, il est justifié dans les jours qui suivent en disant
avec deux expressions, on n'allait pas jouer à pile ou face, on n'allait pas jouer à la roulette russe. La démocratie, y compris la démocratie parlementaire, c'est ni la roulette russe, ni du pile ou face. Et ça a provoqué une colère. Et c'est là où je dis qu'on est passé d'une crise sociale à un ressentiment, une crise démocratique. Pourquoi crise démocratique? C'est pas la reconnaissance. Pourquoi crise démocratique? Parce qu'on va le voir dans un instant, mais l'Élysée vous attaque aussi là-dessus. Pour deux raisons. La première raison, c'est que dans un pays où on n'arrive pas à se parler après autant de mobilisation, c'est quand même qu'on a un problème. On a un problème. L'autre raison, c'est que, on le voit bien, ce qui est en train de se passer, c'est de créer un profond ressentiment. Et le ressentiment, il est double. Il est sur le contenu de cette réforme des retraites, et aujourd'hui, il est un ressentiment, une défiance à l'égard des institutions. Et ça, c'est les deux terreaux d'une crise démocratique. Mais en même temps, Emmanuel Macron, ou l'entourage d'Emmanuel Macron, j'ai vous questionné cette expression tout à l'heure, vous répond, elle dit « Les mots ont un sens, et si on les galvaude, on fait monter les extrêmes, on ne peut pas parler de crise démocratique. » Non, mais c'est ce qu'il dit. Vous savez, moi, je joue souvent au Mistigris. Moi, je joue souvent à Mistigris avec mes enfants, avec mon petit dernier. Là, on ne va pas jouer au Mistigris avec ça. On ne va pas jouer au Mistigris. Je l'ai alerté, j'ai alerté depuis longtemps. Le Front National, qu'on n'a rien à faire des travailleurs, rien à faire de notre démocratie, rien à faire de la vie au travail, etc., il a deux ressorts. Le premier ressort, c'est la défiance dans les institutions. Malheureusement, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. La défiance dans les institutions, elle est très très forte. D'ailleurs, une des institutions qui remonte en termes de confiance, c'est le syndicalisme aujourd'hui. Et le deuxième ressort du Rassemblement national, c'est le ressentiment social. C'est ce sentiment des travailleurs, et notamment des travailleurs intermédiaires, qu'ils sont déclassés, pas reconnus. Il y a une très belle étude qui a été faite par Bruno Palier et Paulus Wagner, qui montre très bien les ressorts du vote Front National, notamment Rassemblement national, notamment en lien avec les questions des retraites. Qui monte, qui ne fait que monter. D'ailleurs, justement, si on veut l'éviter, qui était peut-être votre propos, juste le montrer aux téléspectateurs qui ne l'ont pas encore vu. Si le premier tour de la présidentielle avait lieu avec les mêmes candidats qu'en 2022, Marine Le Pen arriverait nettement en tête, 31% devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, 31%, 23%, 18,5%. Au second tour, elle devancerait Emmanuel Macron, 55% pour elle, 45% pour Emmanuel Macron. Et on pourra aussi montrer les résultats des législatives. Il y aurait 3 blocs, la NUPES, le Rassemblement national, et puis ensuite ensemble. C'est-à-dire que ce dont vous parlez, on le voit, c'est maintenant Moi, je parle projeté. de deux choses. Je parle d'un risque, et je parle Est-ce que vous avez votre part de responsabilité? Non, non. Alors là, je vais vous dire, la CFDT qui aurait une part de responsabilité dans la montée du Rassemblement national, mais c'est une blague. Vous savez ce qui s'est passé entre les deux tours de la présidentielle? Entre les deux tours de la présidentielle, le dimanche soir, il y avait un communiqué de la CFDT appelant à voter M. Macron parce que c'était la seule possibilité de ne pas avoir Marine Le Pen. On a après signé tout un tas de tribunes, dont une qu'on a signée tous les deux avec Philippe Martinez pour dire que Marine Le Pen était un danger pour le travail et pour les travailleurs. On a mobilisé nos équipes pour qu'elles puissent faire de la sensibilisation dans les entreprises, etc. Tout en sachant que dans le programme du premier tour d'Emmanuel Macron, il y avait la retraite à 65 ans devenue 64 dans l'entre-deux tours. Parce que, monsieur Jeudi, une France repliée sur elle-même, xénophobe, anti-européenne, eh ben, ça ne se met pas sur le même plan pour un syndicaliste, y compris comme moi, que la question de la retraite. Mais vous regarderez, 2 jours après l'élection, une tribune dans Le Monde que j'ai signée en disant « Monsieur le Président de la République, vous ne pouvez pas reporter l'âge légal de retraite. » Parce que ça va créer du ressentiment social, ça va créer du chaos social. Il n'y a pas eu un vote d'adhésion. C'est pas vrai. Quand vous avez un vote de rejet au second tour, ça méritait de reposer les affaires. On leur a proposé en juin de reposer les affaires. Donc vous savez, la montée du Rassemblement national, malheureusement, moi je sais pas, je vais pas commenter un sondage, mais malheureusement, elle repose sur ces deux leviers-là. Comment on s'en sort? Parce que la fusée, elle est partie. La fusée, elle est partie. Donc maintenant, il faut la faire dévier de l'orbite. Et comment? Eh bien, tout simplement en remettant les choses à plat sur la question sociale, sur la question du travail. Je crois que le deuxième pilier dont j'ai parlé, le deuxième ressort qui est le ressentiment social, on a possibilité aujourd'hui de le calmer en disant, écoutez, sur cette réforme des retraites, on retire, on discute sur l'emploi, le travail, les retraites, y compris sur le sujet de l'équilibre des retraites, mais on construit un vrai compromis social. Aujourd'hui, vous répondez à Emmanuel Macron que c'est lui qui fait monter les extrêmes. Enfin, puisque lui, je vous dis, c'est sa phrase, il dit... J'ai peut-être une différence avec lui, c'est que je ne cherche pas de coupable. Moi, je ne cherche pas de coupable. Et moi, je vais vous dire, ce soir, j'en ai assez là. Ça fait 2 fois. Il n'y en aura pas 3. Il n'y en aura pas 3. Ça fait 2 fois qu'on pointe la CFDT en termes de responsabilité. Il n'y en aura pas 3. Ça suffit maintenant. Et donc, je ne pointe personne. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays, oui, ça fait monter le Rassemblement national.
Et, excusez-moi, pour l'instant, la CFDT, elle a dit ce qu'elle pensait sur la réforme des retraites, elle a mobilisé pacifiquement les salariés, elle a condamné toute violence à chaque fois qu'il y en avait. Et elle conteste une fois le texte adopté et peut-être une fois le texte validé par le Conseil constitutionnel. Juste un point. Elle conteste une fois le texte validé. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de 49.3. En première lecture sur les réformes à points, ça a été adopté ça a été voté par 49.3. Oui, mais à la fin, la réforme n'a pas été adoptée, mais parce qu'il y a eu le Covid. Juste pour vous dire, c'est pas moi qui ai dit que le processus démocratique devait aller jusqu'au bout, jusqu'au Conseil constitutionnel. C'est le gouvernement. Il y a un Conseil constitutionnel qui va décider, et sur le fond et sur la forme de la retraite, y compris sur le référendum d'initiative partagée. Mais que ferez-vous justement si le Conseil constitutionnel on décidera valide ensemble. cette réforme des retraites? Mais vous imaginez, jamais on prendra au piège la CFDT sur un comportement antidémocratique et anti-républicain. Jamais. Vous avez dit ce matin... on décidera ensemble. Ça veut dire quoi? On décidera ensemble ce qu'on va faire d'abord demain soir, après la mobilisation de demain, et j'espère qu'il y aura un maximum de salariés et de avec citoyens une nouvelle journée de mobilisation on qui sera décidera. annoncée à la suite. Le Conseil constitutionnel prendra son avis le 14. Vendredi 14. Voilà. Et ensuite, on avisera, mais clairement, je veux dire, moi, je ne fais pas partie de ceux, je l'ai entendu dans la bouche des uns et des autres, en disant le Conseil constitutionnel, il est composé de têtes. Non, moi, je reconnais la légitimité. Vous avez quand même dit ce matin que le Conseil constitutionnel allait juger en droit et peut-être en opportunité. Mais c'est ce que font les juges. C'est ce que font les juges. Oh, les sages, l'opportunité, non. D'abord, ils ont un texte fondamental qui s'appelle la Constitution. Oui, bien sûr. Mais personne n'est fait en bois. Il n'y a pas d'humain qui soit fait en bois. Et donc, parfois, les juges, quels qu'ils soient, ils peuvent juger en opportunité. Et entendre ce qui se passe à l'extérieur. Laurent Berger, encore un point sur Emmanuel Macron. Son entourage dit Emmanuel Macron recevra les syndicats. Une fois que ce texte aura précisément passé devant le Conseil constitutionnel. Vous irez? Mais oui, on ira. Enfin, faudra voir le contenu de la discussion, ce qui est proposé de discuter. Mais la CFDT, elle n'a jamais fait la politique de la chaise vide. Elle le fera jamais, pour une raison simple. C'est que notre responsabilité, c'est d'aller partout où on peut faire bouger les choses au bénéfice des travailleurs. Malgré ce qui s'est passé ce matin. Mais on va pas... je veux dire, malgré ce qui s'est passé ce matin à Matignon. Oui, mais encore une fois, à Matignon, il y a eu une discussion, on était en désaccord, la réunion a duré 1 heure, personne ne s'est tapé dessus. Donc, vous avez proposé une conférence sociale, justement, c'est à la place de la médiation, parce qu'on sait qu'au sein de l'intersyndicale, tous n'étaient pas forcément d'accord sur la possibilité de mettre en place une médiation. Est-ce que la conférence sociale, c'est plus quelque chose... La médiation dans l'intersyndicale, quand on en a parlé, tout le monde était d'accord. Pas sur le timing, en revanche. Mais c'est le timing, c'est autre chose. Mais sur le principe, tout le monde était d'accord. Mais vous savez, ce qui est important, à la fin, c'est que ces 64 ans, ils ne s'appliquent pas dans l'État. Moi, je suis frappé d'une chose, je l'ai dit à la Première ministre ce matin. Je reçois un nombre de mails incalculable qui disent, notamment de ceux qui vont être impactés par la réforme très, très vite. Très, très vite. Et parmi les causes de ressentiment, c'est ce sentiment qu'un projet de vie qui était à peu près prévu parce qu'on allait partir en octobre, novembre, décembre, janvier, il va être bousculé. Alors vous allez me dire, mais c'est 3 mois de plus. Moi aussi, si je travaille ici ou ma fonction actuelle, 3 mois de plus, qu'est-ce que ça peut faire? Mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas comme ça que le vivent les travailleurs et travailleuses. Certains, ils avaient prévu de partir dans 1 an, ils vont faire 6 ou 9 mois de plus. Et ça, eh bien, je suis désolé, ça crée du ressentiment. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça ne s'applique pas. Laurent Berger, tout à l'heure, on vous interrogeait sur ces propos de l'entourage d'Emmanuel Macron qui sont à votre égard. Vous dénombriez 2 attaques contre vous et vous disiez « ça m'énerve, il n'y en aura pas 3 ». Ça veut dire que j'appelle au calme, j'appelle à garder ses nerfs. J'appelle le président de la République à ne pas balancer des petites phrases. Sinon quoi? Sinon quoi? Mais sinon, il va finir par se mettre à dos l'ensemble des organisations syndicales. Je veux dire, nous, on n'est pas dans un combat politique. Enfin, il faut comprendre. Il n'y a pas quand même une petite affaire personnelle entre la CFDT... Non, il n'y a pas une affaire personnelle. Il n'y a pas Emmanuel Macron qui voit avec Laurent Berger, François Hollande, parce que vous avez beaucoup du temps de François Hollande, ça relève de la psychanalyse, c'est pas mon problème. Ah. C'est pas mon problème. Non, mais franchement, je veux dire, il faut arrêter. On n'est pas dans la cour d'école. Moi, je suis pas dans un combat politique. Tout le monde me demande, je vous ferai quoi après? Je serai pas dans un combat politique. Donc, faut arrêter. C'est au bout d'un moment, je crois que c'est quoi le rôle d'un président de la République? Dans un moment de crispation et de crise qu'on traverse aujourd'hui, c'est d'apaiser, non? Et on apaise comment? On apaise en respectant ses interlocuteurs. Demandez à Mme Borne si on ne l'a pas respectée ce matin. Demandez à Mme Borne s'il y a eu des mots blessants, etc. Des désaccords exprimés. Ben oui, on est dans une démocratie, mais pas des mots blessants. Laurent Berger, Mme Borne n'a jamais eu de mots blessants à l'égard
à l'égard des organisations syndicales. Donc il faut garder... voilà, mais là, vous parlez d'Elisabeth Borne. Il faut parler du fond. Bruno vous interroge sur Emmanuel Macron. Vous parlez d'Elisabeth Borne. Votre dernier contact avec le président de la République, que ce soit au téléphone ou de visu, c'était quand? Décembre. 7 décembre. Peut-être. Le rendez-vous secret. Le fameux rendez-vous secret. Qu'il n'est pas resté, a priori. Qui a Donc, été ça, moi, inventé j'ai un peu après. Quel souvenir vous gardez de ce rendez-vous-là? Ce rendez-vous-là, je n'étais pas tout seul. Très clairement, on a dit au président de la République d'y aller à 64 ou 65 ans, c'était une folie, que ça allait créer un gros mouvement social et beaucoup de ressentiment. Et lui nous disant non, et de toute façon j'irai, voilà. Et il est allé. Mais en tant que responsable syndical du premier syndicat de France, quand vous regardez ce qui se passe à l'étranger, que vous regardez vos collègues syndicalistes européens, vous ne dites pas... on est quand même un peu hors sol, quoi. On veut maintenir la retraite à 62 ans lorsque tout le monde est en train de passer 67 en Espagne. Regardez bientôt, ce qui s'est passé. 67 en Allemagne, en Italie. Vous avez bien fait. Vous savez, je suis le président de la Confédération européenne des syndicats. Donc j'ai rencontré la semaine dernière Pepe Alvarez, qui est le secrétaire général de l'URET, qui a sorti une très belle tribune aujourd'hui dans un journal espagnol, expliquant la comparaison entre ce qui s'est passé en Espagne et ce qui se passe en France. Ils viennent de trouver un compromis. Le compromis, il a été construit dans un vrai dialogue social. Dans une vraie discussion avec le gouvernement de Pedro Sánchez. Tout l'inverse de ce qui s'est passé ici. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a beau jeu de comparer les systèmes européens, mais les systèmes européens, ils ont un seul âge. Nous avons 2 âges, 62 et 67 ans, l'âge de la décote. En Europe, ailleurs, c'est l'âge dont on parle, c'est pas l'âge légal, c'est l'âge de la décote. Regardez ce qui se passe en France. On a un âge légal à 62 ans, l'âge effectif, c'est 63 ans et 2 mois, et progressivement, on ira aux 64 ans. Merci la réforme précédente. Oui, mais qu'on assume. Merci. Oui, mais qu'on assume. Marisol Touraine. Mais comment on l'a construit, cette réforme? Avec Jean-Marc Ayrault et Marisol Touraine, on l'a construit comment? Dans le dialogue social. Et toutes les organisations syndicales, et vous pouvez demander à l'époque à Jean-Claude Mailly, par exemple, il y avait des discussions. Il y avait des accords ou pas des accords. Il y avait accord ou pas accord à la fin. La CFDT était d'accord, parce qu'il y avait aussi la pénibilité qui a depuis été rognée en 2017. Mais il y a eu un vrai dialogue social, ce qui ne s'est pas opéré là. Donc, chez nous, ça va progressivement vers 63 ans et demi, 64 ans, etc. L'âge effectif. Dans les autres pays européens, quand l'âge est à 65, 66, quand vous regardez l'âge effectif de départ, c'est plus tôt. C'est plus tôt. Et donc, on se rapproche à ce moment-là. Et puis, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a la question démographique, qui n'est pas la même d'un pays à l'autre. Il y a la question aussi de la construction, du fonctionnement des régimes de retraite qui ne sont pas exactement communs. Donc, moi, j'aime bien, on fait des comparaisons européennes. Souvent, c'est très intéressant. Mais enfin, par exemple, on nous vante le système des retraites allemands parce que ça serait 65 ans, ou 66 ans, ou 67 ans. C'est beaucoup plus tôt en âge effectif de départ. On nous a jamais permis d'aller à la cogestion à l'allemande dans les entreprises. Laurent Berger, donc, on prend des trucs et puis on ne prend pas tout. Laurent Berger, si la loi est promulguée, c'est quoi la porte de sortie de cette crise? Mais peut-être qu'il n'y aura pas de porte de sortie. Peut-être qu'il n'y aura pas de porte de sortie, que cette loi sera promulguée. Vous ferez quoi? Elle s'appliquera. Non. Si elle est promulguée, c'est fini? Il n'y a plus de mouvement social, il n'y a plus la CFDT dans le mouvement social? On continuera de dire ce qu'on pense de cette loi. Et de toute façon, il y a les décrets qui devront être écrits, qui sont extrêmement importants, parce que quand on touche au décret, on touche à la vie réelle des gens. Vous savez, à la façon dont ça s'applique, et c'est fondamental. Et évidemment qu'on ne va pas... Si vous me demandez si dans 6 mois, il y a toujours une manifestation par semaine, la réponse est non. Mais pardon, si vous dites pas de porte de sortie, ça veut dire que la loi s'applique et que vous avez perdu. C'est la question qui était posée. Si elle est promulguée. Moi, ce que je vous dis, c'est que demain, il y a encore une journée de mobilisation et la semaine d'après, il y en aura potentiellement une autre. Et que c'est à ce moment-là qu'on verra. Et moi, je pense qu'il faut demain qu'il y ait un maximum de gens dans les rues de façon pacifique pour continuer à... C'est à qui tout double? C'est à qui tout double demain? Un maximum de gens dans les rues demain. Il y aura du monde demain dans les rues. Il y aura beaucoup de monde demain dans les rues. Non, il y aura beaucoup de monde. Qu'est-ce qui se joue demain, Laurent Berger? Est-ce vraiment à qui tout double? Si demain, vous mobilisez encore moins que la semaine prochaine, là, vous voyez quand même le déclin du mouvement et vous vous dites, c'est Emmanuel Macron qui est en position de force, nous avons perdu. C'est comme ça qu'il faudra lire cette journée? Si le président de la République se vit en situation de force aujourd'hui, dans un pays qui rejette la réforme à ce niveau-là, avec autant de mobilisation dans les rues, avec autant de contestations et avec une cote de confiance dans le président de la République qui est aussi basse, chacun fait sa propre appréciation, mais je trouve ça bizarre.
Mais votre lecture Moi, ma lecture, c'est que la contestation est toujours aussi forte. Et si elle ne l'est pas demain? Mais elle le sera demain. Mais vous Elle dites, le sera demain. Pardon, demain, elle le sera. Factuellement, Laurent Berger, quand vous dites que la contestation est aussi forte, la semaine dernière, il y avait moins de monde, moins de monde dans les rues. Et pardon, quand on regarde les taux de grévistes, quand on regarde par exemple les prévisions de la RATP, la SNCF, c'est un des thermomètres qu'on a en main aujourd'hui, on voit que ça baisse. Mais le taux de grévistes, il ne dit pas tout. Il ne dit pas tout d'abord parce que vous n'avez jamais le taux de grévistes dans le privé. Dans cette mobilisation-là, le taux de grévistes, je suis prêt à parier, j'espère qu'il y aura des études sur le sujet, le taux de grévistes dans le privé, il a été historiquement haut. Moi, je connais des employeurs de petites entreprises de 150 ou 200 salariés qui ont eu 10-15% de leurs salariés qui sont sortis à certaines journées de mobilisation. Le deuxième point, c'est que ces mobilisations, c'est vrai, il y a eu des points hauts, le 7 mars, le 31 janvier, le 7 mars, le 23 mars, avec 3 dates qui étaient, toutes les 3, chiffres de la police, plus fortes que toutes les mobilisations organisées depuis le début des années 80. Et puis, des fois, des moments plus faibles. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça pèse sur le pouvoir d'achat des salariés. Et donc, demain, je pense qu'on repartira à la hausse par rapport à la manifestation de la semaine dernière. Alors, reconnaissez que le pays n'a jamais été à l'arrêt, contrairement au mot d'ordre que vous aviez lancé. La semaine dernière, dans la fonction publique territoriale, c'est 3,5%, de fonction publique hospitalière, c'est 5,4%. Mais encore une fois, moi je crois que dans un pays démocratique, l'expression démocratique, qui est une manifestation pacifique partout en France, parfois dans des villages, je vous le dis, ça devrait être suffisant pour répondre à cette préoccupation. Et que la grève, on n'a jamais appelé à la grève générale, tout simplement, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que la grève générale se déclenche. Et quant à la France, au blocage, etc., excusez-moi de le dire, mais quand on a fait cette déclaration intersyndicale le 10 janvier pour le dire, on a dit, regardez, ça va être le bordel, ils vont bloquer le pays et il y aura de la violence. On n'a pas bloqué le pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un en février, période de congé scolaire, qui n'a pas pu partir en vacances à cause du mouvement social? Parce que justement, Donc, vous avez l'opinion publique derrière vous. Oui, mais c'est fondamental, l'opinion publique. C'est important. Et justement, vous parlez des vacances de février, mais il y a aussi les vacances de Pâques qui arrivent, avec la première zone qui commence ce week-end. Est-ce que vous pouvez assurer aux Français que là aussi, il n'y aura pas de blocage? Mais ça se décide dans les champs professionnels. Mais regardez les sondages. Il y a encore un sondage aujourd'hui qui dit que la cote de confiance des organisations syndicales, elle est à 50%. Que le soutien à la mobilisation, il est à 68%. C'est pourquoi? Tout simplement parce que je crois qu'on l'a fait de façon responsable. Donc, on continue sur cette ligne-là. Et je pense que c'est la sagesse démocratique qui voudrait que le président de la République, au bout d'un moment, au lieu de faire des petites phrases de Chine, il devrait se dire... Oui, mais quand le président dit que vous n'êtes jamais rentré dans le compromis, admettez quand même que vous refusez ce qui était dans son programme présidentiel des 64 ans. Et lui, certes, il ne veut pas retirer sa réforme, mais enfin bon, vous êtes comme chacun dans votre couloir et vous ne rencontrez jamais. Mais avec ces positions-là, la vôtre et la sienne. On n'a pas trouvé le compromis, c'est ça que vous voulez me faire dire? Est-ce que vous en voulez un aujourd'hui? Parce que sur les 64 ans, vous n'en voulez pas. C'est dingue, bien sûr qu'on en veut un. On a fait quoi depuis le début? On a été discuté, on leur a fait des propositions. Vous voulez le retour à 62? Vous voulez le retour à la situation d'aujourd'hui? Non, c'est pas un retour, c'est la situation actuelle, 62. C'est pas un retour. La loi, elle n'est pas promulguée. Donc, c'est rester à la situation actuelle, de regarder les inégalités dans le système des retraites, de construire un système universel des retraites. Enfin, en gros, tout simplement ce que disait le président de la République. Qui a changé depuis 2017? Pas la CFDT. Pourquoi tout à l'heure vous disiez, on n'a jamais appelé à mettre la France à l'arrêt? C'est vrai que c'était plutôt dans la bouche de Philippe Martinez. On a appelé une journée. Non, on a appelé une journée. Dans le communiqué la France à l'arrêt le 7 mars. La grève générale, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton et ça n'a pas eu lieu. Comment vous expliquez que cette grève générale que certains appelaient de leur vœu n'a pas eu lieu dans ce mouvement social? Est-ce que vous savez, moi, je vais toutes les semaines rencontrer des militantes et des militants CFDT, des salariés. Quand vous posez la question, leur détermination, elle est intacte. Quand vous posez la question, est-ce que vous êtes prêt à faire 7-8 jours de grève et que vous êtes dans le secteur du nettoyage? Vous savez, par exemple, vous regardez les cortèges à Paris, mais ailleurs, c'est pareil, mais moi, je redescends à chaque fois le cortège CFDT. Regardez les professions qui sont là. Les gens de l'agroalimentaire, du bâtiment, les gens de l'hôtellerie-restauration, du nettoyage, de la sécurité privée, de la grande distribution, etc. Dans ces secteurs-là, les salaires sont déjà bas. Lorsque vous dites à quelqu'un, vous allez faire 8 ou 10 jours de grève, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que c'est d'autres modes d'expression. Le mode d'expression, c'est la mobilisation dans la rue. Mais moi, je trouve que ça pose un problème quand même, que quand il y a une telle mobilisation sur la durée, il n'y a pas écoute des gens. Ceux qui manifestent, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la France profonde du travail.
c'est regarder les chiffres de mobilisation. Il peut y avoir une usure, parce que ça dure, parce que 3 mois, c'est long, comme vous le dites si bien. Mais il peut y avoir une usure dans la rue, évidemment, parce que même demain, quand les gens vont venir, ils vont être en débrayage, ils vont être en grève. Effectivement, c'est compliqué, mais ça reste très haut, historiquement haut. Le gouvernement joue là-dessus, joue sur cette usure? Oui, je pense, ouais. Oui, je pense. Ça s'appelle jouer le pourrissement, pour vous? C'est dans votre bouche, mais oui. Non, je vous pose la question. Oui, ça s'appelle activer le ressentiment. Mais au point où vous en êtes aujourd'hui, on a le sentiment quand même, encore ce matin, c'est vous-même qui mettez, vous revenez sur la question de la décision du Conseil constitutionnel, attendue le 14 avril, pariez quand même énormément sur cette décision. Or, jamais, non, 4 fois, je crois, dans l'histoire, un texte a été entièrement retoqué par le Conseil constitutionnel. Vous emmenez un peu tout le monde dans le mur là, avec cette affaire-là? Non, pas du tout. D'abord, on n'emmène personne. Qu'est-ce que vous faites après le 14? D'abord, le 14 n'est pas passé, premièrement. Deuxièmement, le texte, potentiellement, il peut être retoqué sur certains aspects qui n'avaient pas à figurer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'index senior, le CDI senior. Et des mesures qui peuvent concerner, par exemple, les agents publics, en tenant compte des contractuels pour les carrières actives, etc., ce qui c'est extrêmement important pour les gens concernés. Si c'est le cas, c'est-à-dire que la réforme serait encore plus déséquilibrée. Je l'ai dit d'ailleurs à la Première ministre ce matin. Dans ces cas-là, il y a un article 10 qui prévoit qu'il puisse être décidé que ça reparte au Parlement. Une nouvelle délibération. Une nouvelle délibération au Parlement. Sur décision du président. Voilà. Belle sortie de crise et on se met autour de la table, on construit une conférence sociale sur le travail, sur les retraites, sur l'emploi. On prend le temps nécessaire, quelques mois, pour travailler un compromis social. Et c'est parti. Mais il y a une autre solution, une autre sortie de crise, via le Conseil constitutionnel. C'est le référendum. Oui, il y a aussi cette possibilité, est-ce que là, pas suspensif de la loi. Absolument. On pourrait avoir une situation un peu complexe, effectivement, où la loi s'appliquerait, mais en attendant, il y aurait effectivement ces signatures à récolter. Si cette initiative de référendum d'initiative partagée était retenue par le Conseil constitutionnel, la sagesse, là, pour le coup, de l'exécutif, du président de la République, ce serait de mettre sa loi, de ne pas la promulguer avant la fin de cette initiative de 9 mois. Et ensuite, les charges aux uns et aux autres de recueillir les 4,8 millions de signatures. Vous pensez que c'est possible, comme ça, de recueillir, de collecter 10% du corps électoral? Pour le coup, j'en suis persuadé. Sur ce sujet-là, j'en suis intimement persuadé. Simplement parce que je ne fais pas 3 mètres dans la rue sans que les gens disent on n'est pas d'accord. Donc les organisations syndicales seront actives dans la collecte de ces signatures. Écoutez, ce sujet, c'est un sujet profondément social. D'ailleurs, les organisations syndicales, elles ont conduit la mobilisation. Elles ne se sont pas laissées, elles n'ont pas laissé à d'autres le soin de conduire cette mobilisation. C'est pour ça qu'elle a été d'autres, vous voulez dire à la NUPES, Jean-Luc Mélenchon et ses amis? C'est ce que vous dites. C'est-à-dire que cette mobilisation, elle a été populaire, elle a été diverse dans les manifestations, et elle a été transcourant, j'ai envie de dire, parce que les gens, ils venaient parler de leur travail. Ils ne venaient pas mener un combat politique. On ne mène pas un combat politique, ce n'est pas notre boulot. On mène un combat social. Et donc, je suis persuadé que les 4,8 millions de signatures seraient... Donc, vendredi prochain, vous partez en campagne? Ça dépendra de la décision du Conseil constitutionnel. Mais vous êtes prêt, après ces 3 mois et quelques de mobilisation, à vous dire on est parti pour des mois de campagne? En tout cas, si le référendum d'initiative partagée, on en discutera au sein de la CFDT, mais c'est clair que je sens les militants très, très, très prêts à aller recueillir des signatures. Est-ce que ça veut dire que vous ne retournez pas à la table des négociations à Matignon pour discuter des autres sujets? Ils sont importants, les autres sujets. On ira, je l'ai dit. Écoutez, je ne suis pas le seul à l'avoir dit ce matin. À Matignon, on viendra discuter de ces sujets-là. Les organisations patronales qui ont elles-mêmes été reçues cet après-midi ont demandé à la Première ministre de vous laisser négocier ensemble, de vous laisser le temps de négocier. De toute façon, pendant cette période de conflit social, on a continué à discuter avec les organisations patronales. On a un accord sur le partage de la valeur. On est en train de travailler sur un accord sur le dialogue social, sur la transition écologique dans les entreprises. On continue de travailler avec les organisations patronales. Vous savez, la CFDT, elle n'a pas changé. Elle croit toujours au dialogue social, elle croit toujours au compromis, elle croit toujours à la négociation collective. Mais pour ça, il faut être deux. Elle peut changer quand même. Non, elle n'a pas changé. Vous manifestez mais c'est pas plus loin que vous l'avez fait tous vos prédécesseurs. Non, c'est pas vrai. En 2010, c'était la même chose. Une fois. Laurent Berger. C'était la même chose et la CFDT n'a pas changé. Elle est fidèle à ses orientations collectives qui sont on ne recule pas l'âge légal de départ en retraite. Et donc, je crois que jamais mes prédécesseurs ont été soumis à une telle surdité
de l'exécutif. Laurent Berger, il nous reste peu de temps, hein. Puisqu'on parlait de la journée de demain, il y a toujours, enfin en tout cas on le voit de plus en plus, il y a des images de violence lors des manifestations. Est-ce que vous le craignez particulièrement pour demain? Et surtout, comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez ce retour de la violence? D'abord, moi je la condamne. Je condamne toute forme de violence sur les biens ou les personnes et je condamne y compris la violence symbolique. Ça c'est clair et net et ça a toujours été clair pour la CFDT. Les premières mobilisations qu'on disait se passaient évidemment très bien. Dans certaines villes, notamment à Paris, il y avait déjà des Black Blocs. En fin de manifestation, parfois au cours. Voilà. Il y en avait moins. Je pense qu'il y a à la fois les Black Blocs, c'est une réalité. On maîtrise assez mal. Moi, j'ai entendu tout à l'heure que c'était des gens qui étaient manifestants normales, puis tout d'un coup, ils deviennent Black Blocs. Moi, ce que je constate, les Black Blocs, ils en veulent des fois autant aux journalistes qu'aux syndicalistes qu'à la police. Donc, je ne sais pas par quoi ils sont animés, mais donc il y a une violence de ce type-là. On a vu depuis l'émergence du 49.3 aussi des mobilisations plus spontanées. Qui n'étaient pas toutes violentes, mais pour certaines qui l'étaient. Donc moi, je ne le crains pas plus que d'habitude, mais je le crains en général, tout le temps, depuis le début. Et donc, il faut tout faire pour une chose. D'abord, être très clair sur le message. Il faut que ce soit non violent. Il faut tolérer aucune violence. 2, faire en sorte que le maintien de l'ordre se fasse de façon proportionnée. Parce qu'on a aussi vu, malheureusement, ces derniers temps, des images qui étaient choquantes. Vous parlez de violence policière d'ailleurs à ce sujet ou pas? Non, vous ne m'avez pas entendu parler de violence policière. Pourquoi? Je vous parle tout simplement parce que je n'aime pas les généralisations. Mais il y a eu de la violence de la part de certains policiers dans certaines fins de manifestations. Voilà, parce que sans doute, ce n'est pas simple, mais il y a des images qui ont été particulièrement préoccupantes. Donc moi, je souhaite qu'une chose, c'est que la manifestation, c'est l'exercice d'un droit démocratique. Il faut l'exercer dans le cadre de notre démocratie. Aviez-vous signé, par exemple, la pétition qui demandait la dissolution de la Bravem? Est-ce que vous faites partie de ceux qui Non, je ne l'ai pas signé, non. Pourquoi vous ne la signez pas? Moi, parce que je ne m'y suis pas penché, mais que je le dis franchement. Elle a été classée aujourd'hui, de toute façon, mais c'était juste pour savoir. Elle a été, pardon? Classée, c'est-à-dire ça pouvait déboucher, s'il y avait 500 000 signatures sur un débat au Parlement, la commission des lois aujourd'hui a classé cette pétition. Mais très clairement, ce n'est pas tellement ce sujet de la pétition qui me préoccupe, c'est des images qu'on a vues qui sont préoccupantes et qui nécessitent qu'il y ait... c'est pas anormal que pour les forces de l'ordre, qui sont soumises à rude pression parfois, il y a aussi des dispositifs de contrôle et de régulation, et qu'il y a eu plus que des dérapages ces dernières semaines, et qu'il faut faire la lumière sur ces dérapages. On a entendu certains syndicats, certaines voix dans le monde syndical dire que ces violences pouvaient arranger aussi d'une certaine manière le gouvernement, parce que ça dissuadait un certain nombre de personnes d'aller manifester, en famille, etc. Est-ce que c'est aussi l'état d'esprit dans lequel vous êtes? Non, moi, je veux faire la procès de la violence. Vous savez, moi, j'aime pas tellement dire la violence physique serait justifiée parce qu'il y aurait une violence institutionnelle. C'est pas du tout ma tasse de thé. Je suis très clair là-dessus. J'ose pas imaginer que ce serait provoqué pour empêcher. Ce qui est sûr, c'est que dans certains endroits, et c'est parce que faut le dire aussi, il y a des violences dans 5-6 endroits, 7-8 endroits. Mais il y a des un peu les mêmes quand même. Rennes, Nantes, et quand même des endroits très chauds. Je vous dis pas que c'est pas toujours les mêmes. Mais je vous dis qu'il y a 250 lieux de manifestation. Dans les petites villes, effectivement, il y en a. Et où il n'y a pas de dégradation, pas de violence. Donc il faut aussi faire attention. Moi, demain, je pense qu'il faut mettre 2-3 caméras à Lannion, à Anceny, à Foix pour regarder. On l'a fait à Albi. C'est ce qu'on fait à chaque fois. On est présente justement. Non, mais je ne dis pas vous forcément. Oui. Mais vous verrez qu'il y a des gens totalement normaux qui manifestent dans un cadre démocratique. On l'a vécu à Albi. Exactement. Et il n'y avait pas besoin de services d'ordre particuliers. Une dernière question, Laurent Berger. Pour résumer ce que l'on vient de se dire, celui qui a les clés en main ce soir, c'est Emmanuel Macron? Je crois, forcément, ouais. Je pense, ouais. J'en suis persuadé. La Première ministre nous a répondu. Maintenant, je pense que le président de la République, il peut entendre ce qui est en train de se passer dans le pays. Je pense qu'il doit s'en préoccuper. Et encore une fois, il doit considérer qu'il y a une crise sociale et, ne lui en déplaise, une crise démocratique aujourd'hui, et avec un risque de montée de l'extrême droite qui est puissant, malheureusement. Merci, Laurent Berger. Merci d'avoir été l'invité ce soir de BFM TV et donc de cette soirée spéciale qui se poursuit.